Sur Nord FM, nous poursuivons la découverte de l'outil Harcelmap, harcelmap.mq, développé par le CESEM et ses nombreux partenaires. Pour cette seconde partie, nous accueillons la docteure en sociologie, Nadia Chonville. Bonjour. Bonjour tout le monde. Le harcèlement de rue, le harcèlement sexuel ou sexiste est un phénomène largement étudié, mais depuis quand s'y intéresse-t-on en Martinique ? Alors, on s'y intéresse en Martinique. Les mouvements féministes sont bien sensibles à cette question-là depuis de très nombreuses années. Mais d'un point de vue institutionnel, à ma connaissance, le premier travail qui a été amorcé sur cette question, c'était autour de 2015-2016, c'était la déléguée régionale aux droits des femmes et à l'égalité, Josette Augustin à l'époque, qui avait demandé à ce qu'on travaille sur cette question. Donc j'avais participé à cette étude. Ça ne veut pas dire que c'était pas un sujet déjà de discussion, de travail pour la recherche ou pour les mouvements féministes, mais c'est vraiment à cette période-là, parce qu'il y avait aussi tout un contexte international où il y avait des expériences sur ce sujet. C'est à ce moment-là vraiment qu'on s'est emparé du sujet en Martinique. Pourquoi est-ce que c'est important finalement d'étudier un phénomène en termes scientifiques et sociologiques en l'occurrence ? Ce phénomène-là, il est lié à d'autres phénomènes que l'on étudie dans le cadre des études de genre, c'est-à-dire que quand on travaille sur les rapports sociaux entre les hommes et les femmes, sur les inégalités qui existent selon le genre dans la société, eh bien, on constate que les femmes sont exposées à une forme d'exclusion de l'espace public et une relégation dans les espaces privés. Et ça prend diverses formes. On l'a pas mal étudié en Martinique en travaillant sur ce qu'on appelle la matrifocalité. Et dans le cadre aussi d'une étude critique du modèle du potomitan, où on dit que c'est une espèce d'arnaque, parce qu'en fait on donne l'impression aux femmes et on croit dans la société que les femmes ont une forme de pouvoir et auraient une forte valeur dans la société martiniquaise, alors qu'en fait c'est surtout d'un pouvoir symbolique et qui n'empêche pas au patriarcat de mettre en place sur nos territoires des phénomènes d'inégalité, mais aussi de violence envers les femmes. Donc, dans le cadre de ces travaux-là, c'est intéressant de travailler sur tous les phénomènes d'exclusion des femmes dans l'espace public, parce que l'exclusion des femmes dans l'espace public, en fait, c'est un symptôme d'une domination systémique des femmes dans la société. Donc là s'opposent les genres masculin, féminin, en tout cas le rôle, les fonctions de l'homme et de la femme dans la société martiniquaise ici en l'occurrence. Mais comment participent finalement les genres à ce maintien du schéma finalement ? Est-ce que il n'y a que les hommes qui maintiennent ce schéma ? Ah oui, non, il faut surtout pas voir ça comme une forme d'opposition. C'est vrai que c'est quelque chose quand on entend les choses comme ça, on peut penser que c'est comme ça qu'on les étudie, mais il s'agit pas d'une guerre des hommes contre les femmes. On dit que les femmes sont exposées à une exclusion de l'espace public. Ça veut pas dire qu'elles le sont directement par les hommes. En fait, c'est les hommes et les femmes participent ensemble à un système. C'est un phénomène systémique. Ça veut dire qu'il y a plusieurs facteurs qui participent à la construction de ce type de phénomène. Et donc c'est pas une affaire d'opposition, c'est se dire qu'on a une société qui est le résultat d'une histoire, qui est aussi le résultat de choix économiques et politiques qui se sont faits à travers notre histoire, et singulièrement dans notre société qui a connu à la fois l'esclavage et la colonisation. Et donc, dans cette société, eh bien, on a considéré que les femmes devaient avoir tel rôle, que les hommes devaient avoir tel rôle. Parfois, ils partagent des rôles, mais les hommes sont légitimes dans certains rôles et les femmes sont légitimes dans d'autres rôles. Et ça, c'est pas quelque chose qui est imposé uniquement par les hommes. Les femmes peuvent aussi participer à la reproduction des stéréotypes et participer à une forme d'oppression d'autres femmes à travers leur discours notamment. Donc ma question est typiquement un biais de la compréhension de ce phénomène. Comment on fait pour dépasser ça ? Est-ce que le discours suffit ? Est-ce que l'explication d'un phénomène suffit ?
Déjà, expliquer le phénomène, c'est ce qu'on appelle le déconstruire, hein. C'est-à-dire que le phénomène, il a été construit. Vous avez grandi avec l'idée qu'une fille doit faire attention à comment elle s'habille quand elle sort. Et ça, c'est pas, comme on disait, c'est pas les garçons qui vont le dire. C'est aussi les mères, les sœurs, les copines, les voisines qui vont vous critiquer, vous dire des choses sur la façon dont vous vous habillez. On a grandi avec l'idée que si on se fait agresser dans l'espace public, c'est de notre faute parce qu'on n'a pas suffisamment géré notre corps, notre habillement, que voilà. Donc, cette affaire aussi de la culture du viol, c'est une culture, c'est quelque chose et la culture, c'est quelque chose qui se construit, qui se transmet, qui se partage. Donc de la même façon que ces choses ont été construites dans nos imaginaires collectifs depuis qu'on était tout petit, eh bien, on peut aujourd'hui avoir un regard critique sur cela. On a absorbé tout cela, on y a adhéré aussi parce qu'on a été éduqué dedans. Ça ne veut pas dire qu'on est obligé de s'y soumettre toute sa vie et d'y soumettre aussi nos enfants. Donc, la première étape, celle de l'explication, elle permet à tout un chacun de prendre sa liberté par rapport à ce qui lui a été inculqué. C'est-à-dire, voilà, on m'a dit ça, ok. Maintenant, j'entends comment est-ce que avec quoi est-ce que ça résonne. C'était pas juste un point de vue, c'était pas juste un avis sur le sujet de mes parents, de mes cousines, de mes sœurs, de mes oncles, de mes frères, etc. Non, c'est pas juste un point de vue, c'est pas juste un avis, c'est le résultat d'une histoire, c'est le résultat de tout un ensemble de phénomènes politiques en fait, qui ont pour effet de disqualifier les femmes dans l'espace public. À ce moment-là, maintenant que je le sais, c'est à moi de voir ce que je vais faire de cette information. Et les gens vont peut-être changer d'avis ou peut-être rester dans leur position, mais au moins ils auront toutes les données pour prendre pour avoir un avis éclairé sur la place des femmes dans l'espace public. On entend là une responsabilité partagée, collective, à tout le moins, de se saisir de ce sujet pour apporter des changements. La seule personne qui n'est pas responsable lorsqu'il y a des violences dans l'espace public, c'est la victime. La victime n'est pas responsable, ça c'est sûr. Mais par contre, l'ensemble de la société partage des parts de responsabilité. La personne qui est entièrement responsable lorsqu'il y a harcèlement de rue, c'est d'abord l'auteur du harcèlement. Il faut rappeler que le harcèlement de rue, c'est un délit. C'est un délit depuis 2018 et il est reconnu comme délit depuis 2018 très clairement. Et il faut aussi savoir que ça a des conséquences sur la vie et aussi sur la santé, notamment la santé mentale des personnes qui sont exposées régulièrement et des victimes de certains actes sexistes et sexuels. Donc, on parle de phobie sociale, on parle de stress, parfois même de syndrome de stress post-traumatique, parce que il s'agit pas juste de comme ça, hein, c'est pas juste ça, hein, ce sont notamment des personnes qui reçoivent des propositions sexuelles qui sont soumises à des attouchements, à des reniflements près de leur cou, à des choses en fait qui peuvent vraiment faire être caractérisées comme des agressions sexuelles. Et des agressions sexuelles, eh bien, ça peut provoquer des troubles psychiques graves. Donc, on n'est pas en train de parler d'une petite affaire. La responsabilité, elle est d'abord sur ces gens qui commettent des agressions sexistes et sexuelles. Ensuite, la responsabilité, elle est aussi collective parce que finalement, nous vivons dans une société qui nous a inculqué que c'était pas bien grave, que c'était normal. Et donc, nous sommes aussi tous et toutes responsables par notre passivité. Notre passivité en tant que témoin, sur laquelle on pourra revenir parce que c'est pas évident, hein, et notre passivité politique avant tout. La passivité politique, c'est celle de dire que ce n'est pas un sujet politique. C'est pas un sujet politique, que c'est des gens qui ont des problèmes mentaux, des gens qui sont un peu dérangés, des gens qui sont pas gentils et tout. Et en fait, on porte des jugements de valeur simplement sur les auteurs, sans se rendre compte que si ils peuvent faire ça, c'est bien parce que la société les autorise à le faire. S'il n'y a pas de réponse systématique et d'ampleur vis-à-vis de ce phénomène, rien n'empêche les gens qui le font de continuer à le faire. Il s'agit généralement de gens qui sont dans une dynamique de prédation. Souvent, on a des hommes de plus de 50 ans. Hein. On a comme ça l'idée le jeune qui met pas du tout les personnes, les prédateurs sexuels dans l'espace public qui vont susurrer aux oreilles de vos enfants, des adolescentes, parfois de petites filles, des insanités. Eh bien, c'est souvent des hommes de plus de 50 ans et aller jusqu'à 80.
Donc ces hommes-là, ils sont discrets, vous ne vous en rendez pas forcément compte lorsque vous traversez l'espace public, mais ils commettent des délits qui peuvent avoir des conséquences très graves. Voilà, donc déjà quelques éléments finalement de ce qu'on sait de ce phénomène sur le territoire de la Martinique. Là, quelques éléments sur le profil finalement des agresseurs. Vous avez déjà eu l'occasion d'aborder quelques situations types. Que pourrait-on dire pour compléter ce qu'on sait de ce phénomène ici en Martinique ? Alors, ce que l'on sait du phénomène ici en Martinique, c'est qu'il y a une forte habituation des femmes à recevoir des interpellations dans l'espace public, une habituation qui fait que beaucoup d'entre elles ne vont plus l'identifier comme une agression. Ce qui ne veut pas dire que ça n'installe pas pour elles un climat anxiogène, un climat qui peut être de nature à les encourager à faire attention à comment elles vont s'habiller ou bien à tracer, comme on dit, quand elles sont en train de marcher pour ne pas s'arrêter et en fait, du coup, ne pas profiter de l'espace public. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est qu'on a davantage, par rapport à d'autres endroits sur notre territoire, des interpellations à caractère obscène. Et notamment envers des très jeunes filles. Donc chez nous, j'allais dire, mais bon, nous on étudie chez nous, on n'est pas là pour se comparer. Il faut vraiment avoir conscience que l'agression sexuelle, c'est aussi quelque chose qui a une place forte dans notre histoire, voilà, dans nos sociétés post-esclavagistes. Et en fait, on n'a pas, on ne met pas suffisamment d'énergie et d'importance sur le fait qu'il faille lutter contre ces agressions sexuelles, notamment contre des mineurs dans l'espace public. C'est pas récent que moi j'ai eu l'occasion plusieurs fois d'alerter les pouvoirs publics sur le fait qu'il y avait des mineurs qui étaient confrontés à des prédateurs sexuels sur le retour d'école. C'est pas quelque chose de nouveau, c'est quelque chose qui se sait. Et pourtant, vous n'avez pas vu de grande mobilisation politique contre ce phénomène parce qu'on considère que ce n'est pas si grave, parce qu'on s'y est habitué en fait. Donc ça, c'est quelque chose de très problématique, qui n'est pas spécifique à la Martinique, mais la Martinique a ses spécificités sur ce sujet. Et puis, ce que je voudrais rajouter, c'est que le résultat de la disqualification des femmes dans l'espace public, c'est qu'alors qu'elles sont les principales usagères de la rue, en fait, elles y sont, elles n'en profitent pas, elles n'occupent pas, elles n'habitent pas les rues. Alors moi, j'ai travaillé sur la capitale, sur Fort-de-France, parce que c'est généralement dans les chefs-lieux que les prédateurs sexuels même peuvent venir, même d'autres communes pour venir chasser. C'est là où on a effectivement le plus de problèmes de harcèlement de rue. Mais c'est quelque chose qu'on peut retrouver dans toutes les communes dans une autre mesure. Quand on travaille particulièrement sur la ville de Fort-de-France, notre chef-lieu, 63% des personnes qui passent à Fort-de-France sont des femmes. Donc 2/3 des personnes qui circulent à Fort-de-France sont des femmes. Donc les personnes qui marchent, qui sont dans l'espace public. Moi, j'ai fait un comptage en fait dans beaucoup d'endroits à Fort-de-France. Je comptais les gens qui marchent, les gens qui sont assis, les gens qui sont debout, etc. Eh bien, 2/3 des personnes qui circulent à Fort-de-France sont des femmes. Et pourtant, si on s'intéresse uniquement aux personnes qui sont assises ou aux personnes qui sont en station, qui ne bougent pas, eh bien, il n'y a qu'un quart de femmes parmi ces personnes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les hommes sont relativement peu nombreux à circuler à Fort-de-France, mais quand ils circulent à Fort-de-France, eh bien, ils sont souvent dans une position qui leur permet de profiter de l'espace public, en étant assis, en attendant quelqu'un. Il y en a aussi qui se déplacent, bien entendu, mais ils sont plus nombreux à passer en fait du temps dans l'espace public. Les femmes traversent l'espace public, mais elles ne l'habitent pas. Elle n'en profite pas. Donc, on veut bien qu'une femme soit dans l'espace public parce qu'elle va d'un point A à un point B, parce qu'elle est occupée, parce qu'elle a quelque chose à faire. Mais si une femme s'arrête dans l'espace public, eh bien, on se demande qu'est-ce qu'elle est en train de faire. Elle n'est pas en train de faire quelque chose de légitime. D'ailleurs, moi-même, pendant que je faisais l'étude, à chaque fois que je restais en station pour pouvoir faire mon comptage des gens qui passent, j'étais juste assise généralement avec une feuille dans la main.
ou un cahier de façon assez discrète, il y avait toujours quelqu'un qui, à un moment ou à un autre, venait me demander, un homme, venait me demander qu'est-ce que je fais là, ou bien pratiquer une forme de harcèlement de rue. Il y a toujours cette question qui vient, mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire là, alors que visiblement j'étais juste une femme assise. Et c'était tellement surprenant, tellement rare, que du coup, les gens venaient m'interpeller pour ça. Voilà, donc ça, c'est pour donner à comprendre qu'il ne s'agit pas juste d'un phénomène de gêne individuel, quelque chose de désagréable, etc., qu'il s'agit véritablement d'un problème politique, parce que l'espace public, c'est la cité, c'est l'espace politique. Donc, si on questionne la légitimité des femmes et si quelque part on les chasse aussi, on leur dit qu'il faut une tenue, il faut qu'elles aient une tenue spécifique pour pouvoir exister dans l'espace public. Il faut en fait, à la limite, qu'elles se masculinisent pour pouvoir exister dans l'espace public. Ça veut bien dire que l'espace public n'est légitime que lorsqu'il est occupé par des hommes. Donc, c'est pourquoi j'essaie de présenter ça et de faire bien comprendre aux gens qu'il s'agit d'une question de démocratie, de politique et de citoyenneté, au-delà d'une question aussi éminemment liée aux droits des femmes. L'outil Harcelmap que l'on retrouve sur l'espace harcelmap.mq a pour vocation aussi de partager l'expérience des victimes ou des témoins, donc en circulant sur la carte, en cliquant sur les petits points qui affichent les lieux d'expérience de harcèlement sexiste ou sexuel. On a un petit extrait finalement de la situation que les victimes ou témoins ont rencontrée. Est-ce qu'il faut nécessairement passer par l'expérience individuelle pour pouvoir s'emparer d'une lutte, pour pouvoir s'emparer d'une révolte? Déjà, ouvrir la parole, c'est important. C'est-à-dire que les femmes victimes de harcèlement de rue ou d'agressions sexistes, sexuelles dans l'espace public, elles n'ont pas beaucoup d'espace pour en parler. Au moment où elles en parlent, souvent on leur dit bon, c'est pas grave, on minimise et leur parole. Et du coup, c'est difficile déjà d'être reconnue dans un statut de victime face à une injustice ou face à une agression. Donc, Harcelmap, ça permet déjà aux victimes de poser un acte, de s'exprimer. Et c'est déjà un outil utile, qui a une utilité publique, rien que pour permettre à ces femmes de faire cela. Ça va les soulager, ça va les aider. C'est déjà un premier acte qui les préserve, qui diminue le risque de développer une souffrance psychique grave suite à certains phénomènes. Donc déjà, pour ça, c'est nécessaire. Et puis ensuite, ça va servir aussi pour l'interpellation des pouvoirs publics. Je vous le dis, ça fait quand même un bout de temps que les pouvoirs publics sont au courant, mais comme le sujet manque de légitimité encore aujourd'hui, il faut que l'on ait des outils chiffrés, des éléments clairs pour démontrer aux personnes qui doutent encore de l'existence même du phénomène chez les politiques, de leur démontrer que ça existe, que c'est grave, et leur donner aussi des témoignages clairs. Donc c'est pour ça qu'on demande aux personnes de donner quelques éléments de précision. Ça leur permet à elles aussi de poser les choses et en l'écrivant, de constater que c'était grave. Et puis, si besoin en est, évidemment. Et puis pour les politiques, on aura une carte où on dira, mais là, vous voyez qu'il y a des agresseurs sexuels, en fait, sexistes et sexuels, à cet endroit-là dans l'espace public. Donc, si vous ne faites rien, ça veut dire que la collectivité est complice de la commission de ces délits, puisqu'elle n'a rien fait pour les empêcher. Donc, c'est un outil, évidemment, qui aura une grande utilité, à la fois pour les personnes concernées, pour les associations, pour l'interpellation des pouvoirs publics. En fait, c'est un outil, un vrai outil de citoyenneté à tous les niveaux. Et pour ça, on ne peut que le saluer et encourager sa diffusion. Allez sur Harcelmap, ça fonctionne dans toute la Martinique, puisque c'est un phénomène qui touche l'ensemble du territoire, dans tous les bourgs en particulier, mais partout. Donc n'hésitez pas, si vous avez vécu des choses par le passé, aujourd'hui, ou si même vous avez été témoin de certaines choses, vous pouvez aller sur le site et c'est très facile de remplir le petit questionnaire pour dire ce qui s'est passé. Revenons à la fonction de témoin, ce rôle central dans la lutte contre le harcèlement de rue.
pourtant, il n'est pas simple à endosser ce rôle de témoin. Nadia Chonville, que sait-on finalement de la dynamique de témoin? Est-ce que les personnes dans la rue, sans se connaître, ont une tendance naturelle à se manifester s'il y a un problème autour d'eux? Alors, je vais vous donner du coup quelques chiffres de l'étude que j'ai menée et à laquelle on peut toujours répondre. J'ai mis les liens sur mes réseaux sociaux pour répondre à cette enquête sur le harcèlement de rue. Alors, à Fort-de-France, puisque comme je vous dis, généralement on étudie le chef-lieu, puisque c'est un lieu de rassemblement des agresseurs particuliers. Il y a des phénomènes on est confronté à des phénomènes de sidération à la fois individuelle et collectif. Être sidéré suite à une agression sexuelle, c'est pas systématique, mais ça arrive souvent. Et ça donne d'ailleurs à l'agresseur une espèce de conviction que ce qu'il a fait n'est pas bien grave. C'est une réaction dont il ne faut pas se sentir coupable parce qu'elle est tout à fait naturelle. C'est une stratégie de survie du corps. Et ça fait que dans l'enquête, 87% des femmes interrogées disaient qu'elles ne réagissent pas suite à une interpellation inappropriée. Alors ça, c'est deux choses. Soit ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que on s'y est habitué, on s'est habitué à ça, on s'est convaincu que ce n'était pas si grave et donc du coup on continue son chemin. Et puis même lorsque ça peut être une interpellation grave, c'est-à-dire pas juste une interpellation inappropriée, mais vraiment une interpellation une interpellation obscène à caractère sexuel qui est en fait une agression sexuelle. Là, on a aussi une grande majorité de femmes qui restent dans le silence et qui en fait sont certainement confrontées à la sidération. Maintenant, si on s'intéresse aux témoins. Alors, l'enquête que j'ai menée s'intéressait aussi aux réactions des témoins et dans 90% des cas, avec témoins, les témoins n'ont eu aucune réaction suite à l'interpellation inappropriée. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que j'ai demandé aux gens, lorsque vous avez été sujette à une interpellation inappropriée, est-ce que les gens autour de vous ont réagi? Dans 90% des cas, les gens ne réagissent pas pour les interpellations inappropriées. Alors maintenant, si on parle des atteintes physiques, c'est-à-dire contact physique, agression physique, agression sexuelle physique. Donc si on vous met une main aux fesses, si on vous touche les seins, si on vous effleure, etc., si il y a vraiment quelque chose à caractère sexuel, eh bien dans 57% des cas, les femmes nous disent que dans 57% des cas, elles n'ont pas réagi suite à une atteinte physique. C'est-à-dire que si elles sont témoins d'une atteinte physique, eh bien dans 57% des cas, elles n'ont pas réagi. Et lorsqu'on leur demande, lorsque ça leur est arrivé, pour les femmes qui ont dit qu'elles ont été victimes d'atteintes physiques, eh bien dans 86% des cas, personne n'avait réagi. Donc vous voyez que entre les discours des témoins et les discours des victimes, il y a une différence. Pourquoi? Parce que beaucoup d'agressions, les agresseurs ils sont malins, ils font des choses de façon souvent assez discrète. Les victimes sont souvent sujettes à la sidération. Et ce qui se passe, c'est que dans une grande partie de cas, les gens autour ne s'en rendent pas compte. Et lorsque les gens ne s'en rendent pas compte, dans la majorité des cas, les gens ne font rien du tout. Voilà. Donc, la situation, c'est celle-là, c'est que nous avons un problème de culture du viol. Nous avons acquis l'idée que ce sont des choses qui peuvent arriver dans l'espace public et que ce n'est pas un danger pour l'équilibre de notre société, que notre société peut vivre avec ça. Donc, on ne réagit pas quand il y a des interpellations inappropriées dans l'espace public. On ne réagit pas aussi parce qu'on ne veut pas causer de problèmes supplémentaires. On ne veut pas être absorbé dans un problème supplémentaire. Voilà, donc être témoin, c'est très compliqué. En plus, être témoin, c'est aussi être victime d'une agression. La personne qui est témoin de l'agression, notamment lorsqu'il s'agit d'agression à caractère sexuel, est aussi une victime, a aussi en fait une atteinte psychique à ce moment-là. Donc ce n'est pas évident de réagir. Et je crois qu'il ne faut pas, pour les personnes qui ont vécu cela, culpabiliser de ne pas avoir pu réagir à ce moment-là, parce que la réaction que vous avez eue à ce moment-là, elle n'est pas liée seulement à vos décisions, à votre façon de voir les choses, elle est le résultat de toute cette construction dont on a parlé. Donc ça peut arriver à tout le monde d'être confronté à ce genre d'agression et de ne pas
de ne pas réagir, de ne pas savoir quoi faire. Et puis après, des heures après, on se dit j'aurais dû faire ceci, j'aurais dû faire cela. C'est quelque chose de tout à fait régulier. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas changer les choses. Pour qu'on puisse réagir, pour qu'on se sente à l'aise pour réagir, il faut qu'on sente que la réaction est un acte légitime. Et puis, il faut aussi qu'on puisse demander à des gens fondés à agir de le faire. Il faut que les témoins aient un statut légal. Parce qu'aujourd'hui, si vous avez été témoin d'une agression, que vous allez aller à la police, on va vous dire que vous n'êtes pas la personne habilitée à déposer plainte. Qu'il faut que ce soit la victime qui dépose plainte. Oui, sauf que la victime n'est pas dans un état psychique de déposer plainte. Donc ça, c'est un vrai problème qu'on a dans le droit français à cet égard. Mais les médiateurs, les gens qui sont la police municipale, les gens qui sont là justement pour permettre aux citoyens de vivre librement dans leur espace, devraient être formés, habilités à pouvoir résoudre ce genre de situation. Donc il ne faudrait pas que les témoins se sentent seuls. Et pour ça, il faut que la loi évolue. Il faut que les pouvoirs publics prennent en main cette situation. Il faut en fait qu'on soit dans un cadre où agir contre cela, ça soit légitime, que la légitimité change en fait, que ce soit plus les harceleurs qui soient légitimes, mais que ce soit la loi qui soit légitime. Parce qu'actuellement, franchement, la loi de 2018, elle est presque pas appliquée. Franchement, j'aimerais bien savoir combien il y a eu de plaintes et combien ont abouti sur ce sujet en Martinique. Donc, c'est pas appliqué alors qu'il y a des dispositifs. Donc il faut, si la loi était appliquée, si à chaque fois que quelqu'un faisait siffler une femme dans la rue, il se prenait une amende, si à chaque fois qu'il y avait des agressions sexuelles dans l'espace public, la personne se retrouvait devant un tribunal, je peux vous assurer que les témoins se sentiraient beaucoup plus à l'aise pour intervenir lorsqu'il se passe quelque chose. Donc la loi d'un côté et puis nous de l'autre, comment nous réagissons, comment nous contribuons volontairement ou pas à la rassurance finalement des auteurs, à l'inquiétude des victimes. Donc on entend dans ce sujet qu'on doit tous se sentir concernés si l'on souhaite que les choses évoluent. Nadia Chonville, je rappelle que vous êtes docteur en sociologie. Merci pour ces informations autour du phénomène de harcèlement de rue en Martinique. Peut-être nous rappeler où on peut trouver davantage d'informations ou aller plus loin dans la connaissance des recherches que vous avez menées. Alors, le CESEM a fait un rapport sur la place des femmes dans l'espace public en Martinique. Donc, c'est possible de retrouver ce rapport sur le site du CESEM. Par ailleurs, moi, j'avais publié aussi une tribune, un essai sur cette question, sur la revue ZIST, Z-I-S-T, qui est une revue intellectuelle martiniquaise. Donc, vous pouvez trouver ça. Ça s'appelait Le grand camouflage urbain. Donc, ça traite pas seulement de ces questions, mais notamment. Et puis, plus largement, s'informer sur la loi. Aller sur Légifrance, chercher, se rassurer en fait et s'informer sur les lois autour de cette question. On vous invite tous et toutes, chers auditeurs, à vous diriger sur le site harcelmap.mq pour faire connaissance avec cet outil. Parlez-en autour de vous et puis n'hésitez pas à l'utiliser. Merci Nadia Chonville, excellente journée à vous. Merci beaucoup, merci, à bientôt.